retenons ici le terme but, même but, et nous avons tous le même but, c'est lutter contre le paludisme et même faire reculer le paludisme. Et une collaboration entre plusieurs départements, plusieurs institutions, est toujours dans l'action. Donc c'est une définition qui va nous aider à voir la coordination dans notre pays en matière de lutte contre le paludisme et voir ce qui a été fait et ce qu'on peut faire pour l'avenir. Retournons dans le passé, les leçons du passé, et là on va revenir sur l'épisode des mangroves, grand frisson. Donc c'était l'épidémie de paludisme sur les hautes terres centrales vers la moitié des années 80, et une épidémie sur les hautes terres avec une évaluation faible de 15 000 décès pour une saison de transmission et une évaluation forte à 25 000 décès. Cette évaluation a été faite par l'équipe de la coopération française avec le professeur Baudon et le professeur Mouchet. Et le contexte à ce moment-là, c'était une carence en prise en charge au niveau des formations sanitaires et également la diminution des moyens financiers pour lutter contre le paludisme, ce qui a entraîné vraiment des décès au niveau des hautes terres centrales. Et avec une super médiatisation de l'épidémie, on le voyait dans les journaux, à la télé et même dans les chansons, on parlait de Bémangouve. Et c'était une préoccupation vraiment politique au sein du gouvernement qui a fait en sorte que le ministre de cette époque voulait à tout prix agir, une volonté politique vraiment très importante parce que cette super médiatisation avait un effet négatif sur l'ensemble de la politique du pays. Donc il essayait de voir le contexte à ce moment-là et les pressions qui agissaient sur le gouvernement et le ministère de la Santé pour arriver à des résultats concrets. Et à ce moment-là, le ministre avait même dit « Je voudrais bien savoir ce que vont dire la population 10 ans après. Est-ce que nous avons fait quelque chose contre cette maladie Bémangouve ou nous n'avons rien fait ?» Alors, les résultats des actions qui ont été entreprises ici sont positifs. Maîtrise de l'épidémie, après l'action de pulvérisation intradomiciliaire sur les hautes terres centrales, on a utilisé le DDT, et la chimiothérapie précoce des cas fébriles. Bien sûr, l'épidémie était sur les hautes terres centrales, mais il fallait également donner le traitement au niveau de toutes les zones côtières à transmission permanente. Et à ce moment-là, dans tout le pays, on a formé 40 000 dispensateurs de chloroquine, en moyenne 4 par Funkutan, 2 au niveau de la communauté, 2 au niveau des écoles. Et cela nous a permis de maîtriser l'épidémie à ce moment-là, et surtout la disparition du phénomène des mangroves. Depuis, on n'a plus revu donc une épidémie à grande échelle, comme à ce moment-là, parce qu'à un moment donné, il y a des villages où les habitants fuyaient les villages, rentraient dans les villages, il n'y avait plus personne à ce moment-là. Donc ce phénomène, on ne l'a plus revu, et surtout la naissance du réseau paludisme. C'est au cours de cette épidémie que tous les scientifiques concernés par la lutte contre le paludisme se sont mis donc ensemble sous la coordination du ministère de la Santé pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour lutter contre l'épidémie. Et c'est la naissance du réseau technique paludisme. Et je me rappelle à ce moment-là, c'était déjà l'OMS, l'Institut Pasteur, l'UNICEF, et également la Banque mondiale et le Programme national de lutte contre le paludisme. Quels sont les facteurs de succès? Nous allons analyser qu'est-ce qui ont fait qu'on a pu arriver à ces résultats positifs lors de cette épidémie dénommée Bémangouve. On peut citer l'implication forte de tous les partenaires autour du ministère de la Santé et la volonté politique manifestée par le ministre de la Santé de l'époque était manifeste. Il arrivait à mettre autour de lui tous les partenaires et ce fut vraiment une forte personnalité mais qui était très souple en même temps et qui a réussi à avoir la coopération
coopération des partenaires de cette époque. C'est le premier point, donc c'est cette coordination qui est assez forte mais souple en même temps du ministère de la Santé. Intérêt commun était focalisé sur la très forte mortalité. Au départ, on pensait qu'il y avait beaucoup de décès. Effectivement, on avait déjà des postes sentinelles à cette époque sur les hautes terres centrales, à peu près 5. Mais on avait des taux de létalité assez forts au niveau des SSD. Et au cours d'une visite d'un consultant de l'OMS, on a fait une extrapolation à partir de ces données et on est arrivé à 100 000 décès au cours de la saison de transmission. Et tout de suite, ça a été répercuté par l'OMS. Mais cela a gêné le ministère de la Santé. De l'arrivée des experts de la coopération française qui ont repris les données. Et à partir des pourcents échantillons et des données au niveau des FIREX, à ce moment-là, les communes, ils sont arrivés à ces chiffres, donc 15 000 à 25 000. Mais en tout cas, tout le monde était conscient qu'il y avait une forte mortalité sur les hautes terres centrales et on voulait que cette mortalité disparaisse. Ensuite, un autre facteur de succès, c'est la répartition des fonctions qui était bien délimitée au niveau des partenaires. On savait bien que l'UNICEF, c'était la lutte contre la mortalité des enfants. Ils étaient surtout responsables de l'IEC, de la communication, et ils ont vraiment aidé le programme à éditer et à concevoir et éditer les brochures qu'on appelait adiamtage, les brochures qu'on donnait aux dispensateurs qui les aidaient donc à voir ce qu'il fallait faire au niveau préventif et curatif contre le paludisme. On avait également le rôle de l'Institut Pasteur, qui était à ce moment-là déjà de l'épidémiologie, et vous vous rappelez certainement le fameux village de Manarinsu, et c'était à partir de ces éléments qu'on est arrivé à certaines conclusions. Et le rôle également de la Banque mondiale au niveau des ressources financières. Nous allons voir tout à l'heure les autres intervenants, mais les fonctions étaient bien délimitées et chacun se respectait dans cette coordination. Mais même si le ministre de la Santé était l'élément fort de cette coordination, il a donné la coordination à la direction des études de la planification, le DEP. Et c'est le DEP qui a participé à la coordination interne au sein du ministère de la Santé et également il était le chef de la coordination externe avec les bailleurs de fonds et les autres partenaires. Si nous regardons la coordination interne qui était dirigée donc par la direction des études de la planification, on a confié les médicaments et la gestion des insecticides à la direction de pharmacie et laboratoire, DPL. Les finances étaient gérées par la direction administrative et financière, l'IEC à la direction de santé communautaire et le DCSM qui est responsable de tout ce qui était technique. À ce moment-là, DCSM supervisait le service de lutte contre les maladies transmissibles et la division de la lutte contre le paludisme. Et je me rappelais bien, à ce moment-là, lorsqu'on avait des problèmes à trancher, on se réunissait chez monsieur le ministre de cette époque-là, et on arrivait jusqu'à 10 heures du soir pour arriver à un consensus sur ce qu'il fallait faire exactement. Et on avançait très vite pour les décisions à prendre. Coordination interne. Coordination externe, c'est toujours la direction des études et de la planification qui a coordonné les différents partenaires. L'OMS qui s'occupait de l'assistance technique et de la mobilisation des ressources. La Banque mondiale qui est responsable des ressources financières et qui procédait à l'achat des médicaments et des insecticides. La coopération italienne qui a donné des insecticides, des camions. La coopération espagnole, les voitures. La coopération française a participé à la mise en place de la surveillance, l'unité de surveillance épidémiologique, des insecticides et des médicaments, et l'IPM, épidémiologie. Et régulièrement, ce groupe se réunissait pour voir l'avancement de la lutte et essayer de faire une harmonisation des actions contre le paludisme. Et à ce moment-là, on voyait bien que
les intervenants dans la lutte contre le paludisme agissaient comme un orchestre, et le chef d'orchestre à ce moment-là, c'était vraiment la direction des études et de la planification. Mais déjà, à ce moment-là, on pouvait voir les facteurs limitants. Cette coordination était informelle et au gré des situations, on se réunissait et en fonction des difficultés qu'on rencontrait dans la mise en œuvre. Donc c'était des réunions à la demande et on variait de sujets et tout le monde participait aux discussions. Le réseau technique était déjà là, le réseau paludisme, mais sans terme de référence bien précis, si bien que parfois on arrive à une conclusion et on peut dire qu'il y avait crise de décision. Qui va décider? Et au niveau du ministère, parfois on tergiversait pour décider d'une action donnée à un problème bien précis. Et le service technique, à ce moment-là, on parlait de la division du paludisme, souvent n'était non impliqué dans la coordination. Donc il donnait les éléments à la direction des études de la planification, mais ne participait pas directement à la coordination. Donc c'était gênant pour les techniciens de la division. Et revers de la médaille, après le succès, tout le monde s'est endormi. D'où le relâchement après l'épisode épidémique et relâchement également au niveau des efforts de coordination de la lutte contre le paludisme. Maintenant, les leçons du présent. Les acteurs sont peut-être tous ici. C'est lors de la mise en œuvre du plan stratégique 2002-2005. C'est un autre contexte. 91, crise politique, 97, changement de gouvernement, 2002, encore une autre crise politique. Alors vous voyez, dans ce contexte-là, il y avait des changements fréquents au sein du programme national de lutte contre le paludisme. Et on peut dire que le système de coordination qui était le réseau paludisme, qui était encore à ce moment-là plus ou moins informel, vivait et survivait. On peut donc parler d'une phase de survie de ce réseau paludisme, mais les réunions continuaient. Donc ce réseau n'était jamais mort. On voyait donc un flottement du leadership national, contrairement à ce qui s'était passé avant, parce que devant ces changements assez fréquents, il fallait reprendre à chaque fois la coordination à partir du début. Et lorsqu'on se réunissait parfois à l'Institut Pasteur, parfois à l'UNICEF, à l'OMS, au sein du programme national de lutte contre le paludisme. Mais en tout cas, la coordination continuait, mais avec un certain flottement. Et suivant les thèmes qui intéressaient les partenaires, c'est souvent un partenaire qui prenait le dessous pour être le coordinateur de cette action. Mais tout cela était informel. Donc c'était un contexte assez particulier. Mais malgré ce contexte difficile, nous avons pu avoir des résultats. Et les résultats étaient là. La planification stratégique 2002-2005 a été développée de façon conjointe. Je me rappelais, la dernière finalisation, c'était à l'Institut Pasteur, dans la chambre en bas. On est arrivé à avoir également une vision commune. À partir d'un draft, tout le monde a participé pour préciser cette vision commune. Et là, je me rappelais, on voyait vraiment Madagascar libéré du paludisme avec des systèmes performants, un système de santé publique performant, avec l'utilisation des moyens de diagnostic biologique, et tout le monde était d'accord sur cette vision commune. Et on est arrivé également à la détaxation et la défiscalisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et ce résultat, il y avait vraiment une forte participation de l'UNICEF. C'est au moment de ce flottement. Alors c'est peut-être l'UNICEF qui a pris les devants. Il a contacté même le ministère du Commerce et on s'est réunis à la Chambre des commerces pour arriver à un consensus sur la nécessité d'avoir cette défiscalisation, cette détaxation, et le texte est sorti. La création par décret des structures de coordination
avec une ébauche qui a été présentée à tous les partenaires. Un texte a été présenté au niveau du gouvernement, et ce texte a bien montré le niveau politique, une structure politique, une structure de coordination et une structure d'exécution ou une structure technique qui est le réseau technique paludisme. Donc les structures sont là, le décret est là, donc c'est un résultat positif. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre qu'on a des difficultés au niveau de la coordination. Parmi les résultats de cette coordination pour la mise en œuvre du plan 2002-2005, on peut citer également la signature du Global Fund 3e round et la signature du Global Fund 4e round. On peut retenir la Global Fund 3e round. Au départ, c'était au niveau de la présentation des projets. Plusieurs partenaires ont participé, des ONG également, le service de lutte contre le paludisme, l'OMS, l'UNICEF, et tout le monde a participé pour présenter ce projet qui a été enfin accepté avec beaucoup de péripéties. Il en est de même du Global Fund 4e round, avec des difficultés, mais nous sommes arrivés à ce résultat. Quels sont les facteurs de succès lors de la mise en œuvre de ce plan stratégique 2002-2005? C'est la tenue de réunions du réseau paludisme, tenue assez régulier, et on changeait de lieu à chaque fois, mais on se retrouvait toujours pour discuter de plusieurs questions. C'était peut-être la chloroquine, ce sont les moustiquaires imprégnés, c'était la campagne d'aspersion intradomiciliaire et beaucoup de thèmes également. La mise en évidence de l'esprit Rollbach-Malaria au sein du groupe des partenaires. La première réunion de consensus eut lieu en 1999 à la salle du ministère du Plan, en Péflou, et plusieurs réunions ont été donc tenues pour bien mettre en œuvre cet esprit RBM. C'est un esprit d'équipe où tout le monde œuvre contre le paludisme, mais on mettait donc le palu au centre, les femmes et les enfants qui meurent de paludisme. Et c'est ainsi qu'est né Palustop en 2002, et une première stratégie moustiquaire imprégnée élaborée en 2003. Si on est arrivé à ces consensus, c'est parce que l'esprit RBM était là, et l'intérêt de chaque partenaire rejoignait l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'était centré sur cette vision de Madagascar délivrée du paludisme, et également avec la participation de tous, avec les enfants, les femmes au centre. Mais au cours de cette mise en œuvre également, on peut analyser les facteurs limitants qui ont gêné la coordination. C'est le manque de suivi de la coordination. On arrivait à un moment donné à une décision et souvent on ne voyait pas l'entité qui devrait suivre l'exécution de ces décisions. Ou bien c'est la passivité au moment de l'action. Des actions bien définies, mais vu le contexte, on a vu tout à l'heure, il y a des flottements, on n'arrivait pas à mettre en œuvre une action donnée. Pour citer un exemple, dans l'optique Rollbach-Malaria, il y avait des actions à mettre en œuvre, réunir les groupes de facilitateurs. Mais les décideurs ont décidé à ce moment-là, attendez encore l'autonomie des provinces avant de mettre en œuvre ce mouvement Rollbach-Malaria. Si on attendait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore d'autonomie des provinces. Donc il fallait œuvrer dans un contexte assez difficile, et c'est dans ce contexte que plusieurs missions de l'OMS sont venues ici pour relancer justement l'esprit RBM au niveau du gouvernement et au niveau des partenaires. Et parmi les facteurs limitants, on peut citer également la bataille des chasses gardées de chaque partenaire. Là, vous comprenez, chacun a son domaine et assez jaloux de son domaine, et cela gênait la coordination.
Parmi ces facteurs limitants, on peut citer la délimitation non précise des fonctions de chaque partenaire. Au départ, on voyait bien qu'un tel est vraiment spécialiste de la communication, un autre s'occupe de la mobilisation des ressources, la technicité dans une autre entité, mais la délimitation n'était pas très précise et tout le monde donc voulait participer à tout, ce qui gênait parfois au niveau des prises de décision et au niveau des options à retenir. Et les avantages comparatifs n'étaient pas mis en valeur, parce que chaque entité avait des avantages comparatifs qui le délimitaient par rapport aux autres partenaires. Il y a par exemple l'Institut Pasteur qui est dans le domaine de la recherche, de l'épidémiologie. Il y a peut-être l'UNICEF qui était dans le domaine de la santé communautaire et concernant la lutte contre le paludisme chez les femmes enceintes et les enfants. Mais on n'arrivait pas vraiment à mettre en œuvre ces avantages et à profiter de ces avantages pour aller plus loin. Les normes étaient non définies dans la construction du consensus sur les différentes questions. Effectivement, il y avait beaucoup de questions à trancher, mais au niveau des conférences de consensus, on n'avait pas délimité les normes, et cela gênait dans le choix des options à retenir. Mais, heureusement, lors des dernières réunions du réseau technique, on commence à comprendre et on a délimité des normes au niveau de la prise de ces consensus. Après, donc ces leçons du présent, maintenant quelles sont les perspectives de la coordination pour le futur, l'avenir? Alors là, on se penche sur le plan stratégique 2006-2009. On peut résumer ainsi ce plan. Donc c'est la gestion du programme et développement du système de santé, à la surveillance, recherche, monitoring, évaluation, promotion de la santé, mobilisation de la communauté, plaidoyer, lutte contre les épidémies et urgences, lutte antivectorielle et protection personnelle, diagnostic, prise en charge et fourniture en médicaments. La première année, vous voyez ici la répartition des besoins, 20 652 000, et pour 5 années, on arrive à presque 73 millions de dollars. Si vous voyez ce qu'on a déjà avec GIA Global Fund 3e, 4e ronde et un projet hollandais, nous avons un gap de 47 millions de dollars. Mais vous voyez, chaque partenaire peut se positionner par rapport à ce plan stratégique. Il y a beaucoup de blancs, donc il y a assez de place pour tout le monde, mais il y a un rôle important de la coordination. Nous allons voir comment. Dans cette stratégie de coordination de la mise à l'échelle, nous voyons ici les moustiquaires imprégnés, durables, les ACT, traitements préventifs intermittents, les tests. On voit 3 secteurs ici, secteur public, secteur commercial et les ONG. Avec les parties prenantes qui se mettent en place par rapport à ces secteurs. Vous voyez, ces 3 secteurs agissent en harmonie pour augmenter l'accessibilité. Effectivement, si nous travaillons de la même façon actuellement, de la même manière, nous arriverons peut-être à diminuer de moitié la morbidité, mais d'ici 20 ans, peut-être 30 ans. Donc il faut changer vraiment de façon de travailler, mettre à l'échelle toutes les interventions et augmenter l'accessibilité de façon vraiment importante. Comment augmenter l'accessibilité de façon importante? Donc c'est la synergie entre ces 3 secteurs, d'une bonne coordination entre ces 3 secteurs. Le secteur public qui s'intéresse tous à peu près aux services cliniques, mais politique, normes, standards, réglementation, suivi, évaluation. Secteur commercial s'intéresse surtout aux vendeurs, marketing, et les ONG, création de la demande locale, aussi bien au niveau des pourtans qu'au niveau de la communauté,
avec développement des autres services de santé communautaire. Et vous voyez, il y a des synergies entre le secteur public et les ONG pour la distribution, l'équité et les groupes vulnérables. Il y a une synergie entre le secteur commercial et ONG pour la distribution et la pérennisation. Et l'ensemble de ces activités par ces différents secteurs va participer à accélérer l'accessibilité des consommateurs aux moustiquaires, aux ACT, aux TPI et aux rapid tests. Vous voyez l'intérêt d'une bonne coordination entre ces trois secteurs, et toutes les parties prenantes peuvent aider ici, peuvent être ici ou peuvent être ici. Mais la nécessité d'être en bonne coordination, et la coordination pour le moment revient au secteur public. On peut prendre un exemple d'effort de coordination. Le projet hollandais, c'est toujours dans le futur, qui est en voie, qui s'intéresse à la femme enceinte, moustiquaire imprégnée, TPI, et une réimprégnation des moustiquaires non imprégnés pour Diego, et donc moustiquaire imprégné TPI pour Majenga. Il y a un projet également JICA UNICEF qui s'intéresse à la femme enceinte. C'est déjà en cours ici, mise en œuvre des moustiquaires imprégnés pour les femmes enceintes sur la zone de côte est, mais dans un futur immédiat également au niveau de la région de Murundab. Global Fund 3e rang, c'est au niveau communautaire, donc prise en charge à domicile et les moustiquaires imprégnés au niveau communautaire, la participation de plusieurs ONG, CARE en violet, ASOS et SALPA, et le SLP responsable de la surveillance au niveau des hautes-terres centrales. Vous voyez donc, parfois convergence, complémentarité. Et Global Fund 4e round, là ici vous voyez, c'est toujours, nous parlons de la première phase, donc les moustiquaires imprégnés, il y a les ACT, également les rapid tests, les moustiquaires également, femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et ici les enfants de moins de 5 ans. Vous voyez, dans l'effort de coordination, parfois il y a convergence, mais parfois il y a complémentarité. Donc pour la suite, 5e ronde, il faut voir peut-être les points blancs, là où personne n'est encore là. C'est peut-être pour les ACT, c'est la région ouest, et la région sud également, au niveau des moustiquaires imprégnés. Et la surveillance, on peut mettre la surveillance déjà au niveau donc du sud ici. Vous voyez l'intérêt de partager les informations pour diriger les bailleurs de fonds et les actions à mettre en œuvre dans le futur. Quelles sont les hypothèses pour que nous puissions réussir dans notre action de lutte antipaludique? Il faut une appropriation du plan stratégique par tout le monde. Il faut que tout le monde adhère au plan stratégique. Et pour adhérer au plan stratégique, il faut commencer par la politique. Donc si tout le monde adhère à la politique nationale et également s'approprie ce plan stratégique qui va être validé, et effectivement nous pouvons aller plus en avant concernant cette coordination. Ensuite, positionnement de chacun dans ce plan stratégique. Il est essentiel d'agir en harmonie avec l'ensemble des acteurs, ne pas participer individuellement à la lutte, autrement on peut faire une duplication ou du gaspillage. Donc il faut se positionner par rapport à ce plan, et ainsi on va agir d'une meilleure façon. Et surtout, intérêt commun bien défini. L'intérêt commun, c'est la lutte contre le paludisme et faire en sorte que le paludisme recule et que nous n'ayons plus cette forte mortalité au niveau des zones côtières chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes. Quels sont les facteurs de succès que nous pouvons voir maintenant et qui vont nous guider vers l'avenir? C'est justement l'existence d'un leadership national actuellement qui guide le processus de coordination mais ne le contrôle pas.
Et ce leadership est en train de naître et existe effectivement. Et au sein du programme, nous avons la meilleure équipe possible depuis 20 ans. Nous avons une vision commune claire devant nous et une prise en compte des avantages comparatifs de chacun. Lors des réunions du réseau paludisme, chacun s'est bien positionné par rapport à ces avantages comparatifs. Et on voit actuellement une tenue régulière des réunions de coordination. Cela va nous aider à aller de l'avant dans cette coordination. On peut dépasser les conflits d'intérêts par une bonne pratique de négociation et des techniques de résolution des problèmes. Et récemment, nous avons passé cette difficulté parce que l'intérêt commun était au centre, c'était la lutte contre le paludisme, et les intérêts personnels de chaque institution se sont estompés pour arriver à des décisions, parfois politiques, mais des décisions qui sont pour le bien de la lutte contre le paludisme. Et on voit que les négociations qui se font actuellement ne sont pas basées sur des positions, mais sur des principes. Parce que si on reste calé sur nos positions, on ne peut pas progresser. Mais si on met le principe au centre, on peut céder par rapport au principe, mais souvent l'amour-propre ne nous aide pas à céder par rapport à nos positions. Et là, nous sommes en train de mettre en œuvre cette stratégie. Et surtout, dans la conclusion de la dernière réunion du réseau paludisme, on a dit dans les recommandations de délimiter l'application du décret instituant les structures de coordination RDM par une note d'explication. Donc aller plus loin et expliquer vraiment les rôles de chacun dans cette coordination rollback malade. Après ces facteurs de succès, il subsiste quand même des risques pour le futur, mais nous pouvons contourner ces risques. C'est la crainte d'être manipulé. On se dit, ce bailleur de fonds là, il me gêne, hein, il ne veut pas que je progresse, il n'a que ses idées en tête. La crainte de révéler ses secrets ou ses faiblesses, dans toutes les institutions, on voit cela. Des intérêts contradictoires des donateurs et certaines organisations qui peuvent percevoir la coordination comme une menace à leur rôle bien défini. Mais malgré tout cela, l'avenir semble prometteur. Pourquoi? Parce que la coordination se met en place et tous les partenaires sont d'accord que cette coordination va nous aider à faire reculer le paludisme. Et bénéfique au programme parce que cette coordination va améliorer les services, créer un climat de confiance et diminuer la concurrence et les conflits entre les prestataires de services. Et cette coordination permet de partager l'information et les leçons tirées de l'expérience. Elle réduit aussi et même élimine le double emploi ou les lacunes. Cette coordination élargit la gamme des activités et permet d'exercer davantage d'influence sur les facteurs qui gênent la lutte contre le paludisme. Relevons ensemble le défi de la bonne coordination et effectivement, si nous agissons tous comme un orchestre philharmonique et sous la direction du chef d'orchestre qui est le Programme national de lutte contre le paludisme, qui lui va guider mais non contrôler cette coordination, nous pouvons relever notre défi. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Dino pour cet exposé. Donc maintenant, je donne la parole